Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h52 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme votre soirée télé, de la littérature et de la gastronomie. Et d'abord donc le choix télé du jour par Eva Rock ce soir, Dalida. C'était en 1957 et c'était ça. Je sais bien que tu l'adores. Bambino, Bambino. Et qu'elle a des jolis yeux. Je suis le seul à chanter. C'est vrai, Oui, ouais, c'est je vrai. pensais que tout le monde allait chanter, mais non. Moi, je ouais. me souvenais plus des paroles. Ah. C'est tellement compliqué. L'âge, que voulez-vous? C'est Gérard Miller qui retrace le destin de la jolie jeune femme venue du Caire là, qui débarque à Paris pour tenter de devenir une vedette. Alors c'est évidemment un document qui est nourri de témoignages et d'archives. Et comme ce passage télé où Dalida raconte qu'elle doit sa carrière à une partie de 4-21. Ma première chance, c'est au 421 que je l'ai eu. Parce que vous jouez aussi, vous êtes joueuse par-dessus le Ah marché. non, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas moi qui ai joué au 421. C'était il y a exactement 3 ans. À l'Olympia, il y avait Bruno Cocatrix qui donnait des auditions en public. Alors, j'étais moi aussi. Mais bien sûr. Et il y avait dans la salle un directeur artistique d'une maison de disques et puis un directeur artistique de la radio. Et ces deux messieurs, avant de venir à l'Olympia, ils avaient dîné dans un bistrot à côté. Et un disait, j'ai envie d'aller à l'Olympia voir les jeunes. Et l'autre disait, non, j'ai envie d'aller au cinéma. Alors, ils ont joué ça au 421. C'est celui qui a gagné, qui est venu. Et puis, c'est eux qui m'ont engagé. Et me voilà. Et le monsieur de la radio, c'était Lucien Maurice, qui était le patron d'Europe 1 et qui a fait d'elle une star en diffusant à longueur de journée Bambino sur l'antenne notamment, et qui l'épousera ensuite après. Alors c'est un homme parmi d'autres parce que évidemment ce que vous allez revoir ce soir, c'est tous les hommes qui ont rythmé la vie de Dalida, comme Luigi qui était ce chanteur italien qui s'est suicidé en 1967. C'est un des multiples drames qui a jalonné sa vie. Elle a retrouvé un semblant de sérénité dans la lecture et un journaliste qui lui demandait d'ailleurs ce qu'elle lisait. Écoutez cette réponse surprenante. En ce moment, ce que je lis, de Julius Evola, la métaphysique du sexe. Et puis Il y a la puissance et la fragilité de Hamburger. Et puis, il y a un troisième, c'est Malaise dans la civilisation de Freud. Voilà les trois que j'amène avec moi. Ah oui, c'est du haut niveau. Quand même. Oui, non, mais c'était vraiment. Elle a trouvé. Elle avait trouvé un refuge dans les bouquins. Le documentaire est très bien écrit, c'est assez exhaustif. J'ai un regret, on s'attache toujours à raconter les drames de la vie de Dalida, au point d'en oublier quand même la musique. Or, elle a quand même été vraiment dans le coup. À chaque fois, elle a précédé les mouvements musicaux. Et encore une fois, c'est à peine évoqué, c'est un peu dommage. Et on se finit évidemment en musique. Ça peut être disco. Eh oui. Et là, Maxime ne chante pas, mais il danse. C'est encore plus fort. Avec des strass et des Quel paillettes. talent, Maxime. Spectacle complet. Un tout petit mot du bonus. Oui, entrée libre. Vous savez, sur France 5 à 20h10, c'est Claire Chazal qui a pris les rênes du magazine. Et tous les lundis, en fait, elle a une grande interview. Et ce soir, c'est avec Charlotte Rampling. Et c'est très intéressant parce qu'il parle aussi de photos et de mode. 20h10 sur France 5 et Dalida, la femme qui réveille d'une autre scène, ce sera donc sur France 3 à 20h55. Nicolas Caro, vous avez lu pour nous le nouveau numéro de Historia, la revue consacrée aux revenants et aux fantômes. Ah oui, il y a de gros moyens. Alors, évidemment, c'est sous Gros l'angle moyen de historique, bien sûr. C'est moins l'histoire des fantômes et des esprits que la façon dont les hommes les ont perçus, les ont traqués et redoutés, évidemment. On apprend plein de choses. Comme d'habitude dans Historia, de l'Antiquité à nos jours, par exemple, je ne savais pas qu'on organisait des banquets au Moyen-Âge sur les tombes des morts pour qu'ils ne se sentent pas trop exclus de la communauté. Vous voyez ? Bonne idée. On nous explique aussi comment les Grecs et les Romains avaient trouvé un moyen infaillible pour communiquer avec les morts. Ils gravaient leurs messages sur de petites lamelles en plomb. Ensuite, ils les roulaient sur elles-mêmes et ils les transperçaient d'un clou. Et en fait, c'était pas vraiment pour discuter avec les morts eux-mêmes, mais c'était pour leur dire d'aller donner le message à des dieux. Et c'était un peu de la magie noire. C'était pour affaiblir son adversaire, un gladiateur par exemple qui demande ça, ou alors un type qui est dans un procès un peu gênant pour lui et demande aux morts d'affaiblir le témoin, de le rendre muet, pour jeter un sort, exactement. Alors dans nos contrées au Moyen-Âge, ce sont des fantômes un peu classiques avec les draps, etc. Ça, ils en parlent aussi dans Historia, mais on les connaît déjà. Par contre, en beaucoup plus hostile, chez les Vikings en Scandinavie, mieux vaut ne pas les énerver. Regardez à quoi ressemble un Drogor. C'est le revenant de là-bas, on dirait un ours avec une armure et un casque. Ouais, c'est ça. Ses yeux lancent des éclairs bleus et il est armé. Il est armé parce que quand il revient, c'est qu'il n'est pas content du tout. Il n'est pas content de ses descendants. C'est dans le cas où les descendants dilapident son héritage ou malmènent sa mémoire, voilà, et donc il revient et voilà, il s'en occupe assez violemment. Bien entendu, on ne peut pas parler des fantômes sans évoquer les poltergeists, les esprits frappeurs qui apparaissent donc au XVIe siècle. Alors eux, on ne les voit pas, mais ils tapent, vous savez, pour se faire comprendre, ou alors ils peuvent faire déplacer des meubles. Il y a à
Alan Kardec, un Français au 19e qui a créé un alphabet pour parler avec eux. Il y a un portrait de lui dans le magazine. Il y a beaucoup de personnalités qui sont passionnées pour les poltergeists à l'époque. Il y a eu Victor Hugo qui faisait tourner les tables pour discuter avec sa fille qui est morte dans un accident tragique. Il y a eu Conan Doyle, il y a eu Charles Dickens. Il y a plein de grands scientifiques aussi à l'époque qui avaient créé des sociétés pour étudier scientifiquement les phénomènes paranormaux. Et donc, il nous parle aussi de la science aujourd'hui avec des gens qui essayent de recréer des fantômes en laboratoire. Ou plutôt la sensation de fantômes, la sensation d'une présence, d'un malaise, etc. Et ça, on peut le recréer en laboratoire aujourd'hui. On peut expliquer pourquoi parfois certains pensent que les maisons sont hantées et qu'ils ressentent la présence d'un fantôme. Et c'est donc à lire dans Historia. Le titre du dossier c'est Les Revenants. Les Revenants, tout simplement. Voilà pour le coup de cœur de Nicolas Caro. Une recette, on est lundi, c'est normal. Vous êtes avec nous, Christophe Felder, notre pâtissier, que vous lisez d'ailleurs régulièrement dans Elle à table. La recette du rocher coco aujourd'hui, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut les chercher du regard. Oui, je les cherche de regard, je les vois pas. Je viens de loin, c'est pour ça. Oui, vous venez de loin, c'est pas une excuse. D'habitude, vous venez les bras chargés. Non, mais il y aura double ration la prochaine fois. Bon, d'accord. Alors, le rocher Des coco. promesses. Ils reviennent aussi de loin, ces rochers coco, parce que c'est une recette que faisait un pâtissier qui travaillait chez mes parents, qui est de Touraine. Et c'est une recette super facile à faire. Ce qui est important, c'est il faut chauffer la pâte. Alors, on prend 3 blancs d'œufs, à peu près 100 grammes de blancs d'œufs. Ensuite, 200 grammes de sucre semoule, 100 grammes de coco râpé. Le coco râpé, gardez-le toujours au congélateur chez vous parce qu'il vieillit très vite en goût, il faut faire attention. Donc, vous mettez ça dans une casserole. Bon, si vous avez une casserole en cuivre, c'est bien. Petite bassine en cuivre. Pas tout ça à la maison, hein, mais voilà. Bon. Et ensuite, on va le chauffer assez chaud, mais pas sans bouillir. Quand on met le doigt, quand on se brûle, c'est que c'est bon. Ah oui. C'est trop tard, Si on c'est se bon. brûle, oui, c'est que c'est chaud. Un peu avant. Oui, d'accord. Ensuite, on enlève ça et on va ajouter 30 grammes de farine. On va bien mélanger. Et si vous avez une poche à douille ou sinon une grosse cuillère, vous beurrez des plaques, vous les farinez légèrement et vous allez faire des grosses boules de 30-40 grammes sur cette plaque. Vous les aplatissez à peu près à 1 cm et vous allez cuire à 200-210 degrés, assez chaud. Pendant une dizaine de minutes, ça dépend des fours, il vaut mieux surveiller. Et c'est vraiment une recette qui est super. Moi, je les ai refait il n'y a pas longtemps. Elle sera dans le prochain Et la table en pas à pas, bien expliqué et tout ça. Et elle sera évidemment prochainement dans ce studio également. Oui. Et elle sera prochainement dans le studio. La prochaine fois, oui, c'est ça. Je crois que je vais vous emmener une bonne dose comme ça. Et évidemment, vous retrouvez la recette sur la page Facebook d'Europe Midi. Voilà pour cette recette, cette recette des rochers coco encore un mot, Christophe ? Les recettes des... Oui, des la recette des rochers coco, c'est pas facile à dire en même temps. Ouais. C'est tout ? Ouais, c'est ça. Eh ben voilà, tout, c'est très simple comme recette. très facile. Merci beaucoup Christophe, merci à toute la bande des découvertes. Et à demain Jean-Michel. À demain Maxime, à demain Anissa. À demain, Jean.